Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir retenu notre paper à Pascal Vielle et à moi. Donc, nous sommes toutes les deux chercheuses en droit social de l'Université catholique de Louvain, donc partenaire du CRIMT. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui nous retient depuis 2 ans. On a commencé pendant la crise du Covid et qui porte sur la production de masques en tissu pendant la crise du Covid. Alors, pour avoir un petit peu de contexte, comme dans pas mal d'autres pays, en Belgique, nous avons fait face au début de la crise à une pénurie de masques de protection. C'était une pénurie généralisée, toute forme de masques confondus, et donc pas de masques disponibles ni pour les soignants, ni pour évidemment les citoyens. Et les stocks dont l'État disposait, en fait, avaient été quelques mois auparavant supprimés, tout à fait détruits pour des raisons de gestion de stock. L'État ne pouvait pas non plus, dans l'urgence, les premiers mois du Covid, faire appel aux marchés internationaux, puisque si vous vous souvenez bien, les marchés internationaux étaient totalement saturés, puisque normalement la plupart des masques, en tout cas les masques jetables, venaient de Chine. Et donc en fait, ce qui s'est passé en Belgique, comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est qu'il y a vraiment eu des initiatives citoyennes qui sont intervenues pour venir faire face à cette pénurie. Et il y a plein d'initiatives de production et de distribution de masques en tissu qui ont émergé en Belgique. Et donc, nous, on s'est intéressé avec Pascal à ces couturières surtout, qui ont produit des masques en temps de crise et qui, dans ce processus, et particulièrement après avoir été mobilisés, se sont manifestés pour essayer de se voir reconnaître des droits, puisqu'elles avaient agi pour la plupart dans l'ombre, dans l'invisibilité, avec leurs propres moyens, les moyens du bord, et même certaines avaient fait l'objet de critiques véhémentes sur les réseaux sociaux parce qu'elles demandaient une forme de rémunération pour les masques qu'elles produisaient. Et donc, on s'est dit que c'était un cas particulièrement intéressant pour analyser les différents types de réponses qu'on pouvait développer face à un problème unique qui est la pénurie d'un bien essentiel. On pourrait d'ailleurs peut-être l'élargir à des services essentiels en temps de crise. Et donc, notre cadre théorique, mais je ne vais pas m'attarder longuement là-dessus, mais notre cadre théorique, il est inspiré de John Tronto, qui est depuis peu d'ailleurs docteur honoris causa de notre université. Ça correspondait assez bien. Et en particulier de deux de ses ouvrages, un ouvrage dans lequel elle met en opposition deux manières de répondre à des enjeux fondamentaux de société. Une manière qu'elle retrace chez Beck de gestion du risque plutôt ex post, avec un management, c'est vraiment un management du risque du côté donc de Beck, qu'elle oppose alors à son approche, qu'elle n'est pas la seule à porter évidemment, son approche du CARE, qui est plus basée plutôt que sur l'identification de risques, sur l'identification de besoins. Et alors, un deuxième ouvrage justement dans lequel elle détaille cette approche du CARE, qui est à la fois une approche de politique sociale, mais aussi avec un enjeu de justice. Ce CARE, cette approche du CARE qui comprend un certain nombre d'étapes qui sont plus ou moins corrélées chronologiquement, mais donc que des individus ou des collectifs adoptent pour prendre soin au niveau plus individuel, mais aussi au niveau des collectifs et au niveau des politiques publiques. Et donc, je reviendrai sur ces différentes étapes du CARE en détaillant le cas des couturières. Alors là, je ne vais vraiment pas m'attarder. J'y reviendrai si vous avez des questions par rapport à notre méthodologie. Mais donc, on a en tout cas additionner, ce qui n'était pas évident parce qu'on est juriste, on est juriste en droit social, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir recours à des méthodes empiriques, mais là, les questions l'imposaient, et donc on a mélangé à la fois une analyse plutôt textuelle, juridique et de déclarations publiques des gouvernements pour bien comprendre la nature de la réponse du gouvernement à la pénurie des masques, à ce besoin en biens essentiels, et en parallèle, vraiment mettre en contraste la réponse qui était portée par les citoyens dans les pratiques, à travers, alors là plutôt à la fois des interviews d'organisations qui se sont développées en réponse à la crise et qui ont proposé de la production et de la distribution de masques, et aussi au niveau tout à fait micro des interviews des couturières elles-mêmes pour comprendre un petit peu plus l'aspect subjectif de cette expérience de la production des masques en temps de crise. Et alors, pour ce qui concerne la réponse de l'État,
on retrouve bien, en fait, bon, c'est une transposition un petit peu de la lecture de Tronto au cas de la production des masques, cette approche de gestion du risque avec ses paradoxes, puisque dans la gestion de la pénurie des masques, le gouvernement belge a vraiment adopté une approche ex post. Il avait détruit ces masques, et puis à la fois ce paradoxe entre cette approche tout à fait, enfin cette absence de prévention, de démarche préventive, et à la fois une approche très quantitative, visant un peu au risque zéro avec des indicateurs, mais qui faisait totalement fi du vécu subjectif des personnes sur le terrain, et notamment par exemple des soignants qui n'avaient pas accès à ce bien essentiel, des méthodes extrêmement technocratiques, très déconnectées du terrain en fait. Une espèce de mise en évidence d'un certain type d'expertise aussi, notamment médicale, pas toujours complètement justifiée, légitimée. Et enfin, cette importance donnée aux marchés internationaux de production des masques jetables, avec en plus des aspects environnementaux un peu délicats, qui pourtant s'est avéré être un échec total et de s'appuyer nécessairement sur ces marchés internationaux alors que le besoin était local et qu'il n'y avait pas de possibilité de se fournir. De même, on s'est focalisé, mais là je passe assez rapidement là-dessus, sur 3 grands leviers juridiques qu'on a constatés dans nos interviews avec les acteurs qui auraient pu, enfin qui sont des leviers que l'État pourrait mobiliser en cas de crise pour produire et distribuer des biens ou des services essentiels. La question de la définition des services essentiels dans une société qui a fait l'objet de larges débats pendant la crise du Covid, la question de la certification et de la standardisation de certains produits, pour les masques, ça a été une question clé, et enfin l'usage du droit des marchés publics aussi a été un enjeu important dans la production et la distribution des masques, mais ce qu'on a constaté, c'est que en fait, la plupart de ces outils juridiques qui auraient pu être mobilisés au bénéfice des citoyens pour produire et distribuer ces biens essentiels, en réalité, ils ont plutôt ils ont constitué des obstacles pour les acteurs qui évoluaient sur le terrain. Un exemple parmi d'autres, les couturières qui produisaient leurs masques ont dû faire de la désobéissance civile pour se procurer les différents matériaux dont elles avaient besoin pour produire les masques, parce que les magasins de tissus avaient été considérés comme étant non essentiels par le gouvernement belge. Alors, par contraste, vous voyez que mon temps est limité, donc je passe très rapidement, mais je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez. Par contraste, dans l'approche des couturières et des organisations plus complexes, ce n'est pas seulement des individus, c'était souvent des collectifs qui se sont mobilisés, on retrouve vraiment tous ces aspects du CARE qui vraiment entrent en tension avec la manière dont le gouvernement a géré la pénurie des masques. D'abord, cette première étape de caring out, cette attention collective aux besoins d'autrui, l'identification d'un besoin et aussi du public qui a ce besoin, donc le choix par ces collectifs d'aider un hôpital, d'aider une maison d'enfants, enfin, pour vraiment essayer de répondre à un besoin concret qu'elles ont identifié. Deuxième point, taking care of, cet élément de qui est une responsabilité qui est tout à fait expérimentée en pratique, pas du tout une responsabilité théorique ou légale, mais quelque chose de l'ordre d'un choc moral dans une situation de pénurie et d'une nécessité d'entrer en action pour répondre à un besoin très concret d'une population. Alors, évidemment, l'élément clé du caregiving, du moment où on déploie l'activité pour prendre soin, ici en l'occurrence la production de masques, avec vraiment une attention très, très, très poussée des couturières sur le terrain pour la qualité et vraiment la mobilisation, c'est très très intéressant, d'un savoir accumulé par elles, d'un savoir de terrain et de ressources via des réseaux qu'elles construisaient. Donc vraiment la mise en place de solutions très concrètes à partir de leur savoir de terrain. Et aussi une adaptation au changement très très forte dans les dispositifs qu'elles mettent en route. Et enfin, alors, la dernière caractéristique que Tronto relève comme relevant du care, c'est ce care receiving, c'est un petit peu ce retour de l'appréciation de ceux dont on prend. Et là, clairement, comme je vous le disais déjà d'entrée de jeu, eh bien, ça a été un petit peu un élément qui reste tout à fait, comment je dirais, problématique dans notre sujet d'étude, puisqu'on a réalisé que tant du point de vue du citoyen qui bénéficiait
les soignants surtout, mais pas seulement, des masques en tissu. Il n'y a pas eu forcément une réaction de reconnaissance vis-à-vis de ce travail de production des masques, notamment parce qu'il était fort invisible. Il n'y avait pas forcément d'interface entre celui qui faisait le masque et celui qui le portait, et aussi parce que l'État, qui aurait pu jouer un rôle de valorisation à plein de moments du processus, a plutôt joué un rôle dévalorisant, explicite dans les discours politiques, mais aussi, comme je le disais précédemment, en ne permettant pas à ces acteurs de mobiliser certains des leviers légaux dont ils auraient pu faire usage pour donner une assise à leurs initiatives et leur permettre d'être encore plus efficaces et d'agir aussi dans une sécurité d'emploi et éventuellement aussi de ne pas mettre en danger leur santé dans la production des masques qui pourtant a eu lieu. Donc ici, je ne reviens pas avec vous sur ce schéma. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai les slides. Et donc ici, c'est vraiment cette mise en contraste de l'approche du risque du gouvernement belge dans la gestion de cette pénurie de masques, hein, avec l'approche ex post, la quantification, le management de crise qui était tout à fait en décalage avec les besoins du terrain. Et l'absence totale d'évaluation, et en parallèle cette approche beaucoup plus inspirée, ou en tout cas, c'était pas dans la tête des couturières évidemment, mais beaucoup plus proche de l'approche du cœur, avec vraiment cette attention renouvelée aux besoins des citoyens en matière de biens essentiels. Et donc, pour conclure, donc on s'est vraiment interrogé, on s'interroge vraiment avec Pascal, c'était un peu aussi notre intuition de départ, sur le rôle que les autorités publiques pourraient jouer dans... Oui, je conclus. Il vous reste 5 minutes. Ah, il me restait même 5 minutes, mais j'ai sprinté parce que tout à l'heure, figurez-vous que tout à l'heure, j'ai pris beaucoup trop de temps dans une autre présentation, et donc cette fois-ci, j'avais décidé de... C'est pas grave, j'espère avoir des questions pour rentrer plus dans les détails. Mais donc, je conclus en disant que ce qui nous intéresse pour l'avenir de creuser plus avant, c'est vraiment cette question du rôle que l'État peut jouer dans des situations de crise, et en particulier des situations de crise, mais c'est quasiment toujours le cas, qui occasionnent des besoins en biens essentiels ou en services essentiels. Comment est-ce que des nouvelles articulations peuvent s'opérer entre l'État et les autorités publiques au sens large, à tous les niveaux, hein, et les initiatives citoyennes qui souvent donc, ont l'avantage d'une agilité, d'une créativité et d'une approche expérimentale, et comment est-ce que l'État peut éviter de mettre justement des obstacles comme il l'a fait dans le cas de la Belgique, et voire même d'essayer à tout prix de rester, d'appliquer les recettes dont il a été prouvé qu'elles étaient inefficaces, surtout en temps de crise, et plutôt essayer de créer des ponts vis-à-vis de ces initiatives citoyennes, donc la création d'un contexte pour un enabling state. Et donc, on voit, en tout cas, ça c'est une piste pour l'avenir dans la tradition d'expérimentalisme démocratique, notamment inspirée de Dewey, peut-être une voie possible d'articulation justement entre ces initiatives locales et l'encadrement institutionnel et juridique qu'on peut leur donner pour les promouvoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.